Bonsoir, bienvenue dans votre journal 2021 démarre sur le signe de nouvelles restrictions. À 21h, le couvre-feu entre en vigueur à Dakar et à Thiès. La décision a sonné comme une grosse surprise pour bien des Sénégalais et vous le verrez dans ce journal. La plupart sont contre le couvre-feu au moment où le coronavirus a fait 5 morts aujourd'hui. Le même désaccord exprimé dans les marchés, pas de gros changements sur place, c'est toujours aussi animé la journée. Cependant, certains vendeurs disent craindre la fermeture des marchés face à la propagation de la deuxième vague de contamination au Covid-19. La tension est vive entre les populations de Moro et la société de distribution d'eau Aquatec. En raison d'une gestion inappropriée, ces populations avaient réussi à éjecter Aquatec de la distribution de l'eau. Mais les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure. C'est à suivre dans cette édition. Une nouvelle découverte comme tous les mercredis sur ITV, le Wharf de Mbour, quai de pêche en langage courant. Il date de l'époque coloniale, un fulgurant pôle économique où convergeaient des milliers de personnes. Et nous y sommes. Le couvre-feu entre en vigueur ce soir à partir de 21h pile poil. Dakar et Thiès sont concernés par cette décision prise hier par Macky Sall. Une décision très controversée ici dans la capitale sénégalaise. Les citoyens que nous avons interrogés ne sont pas d'accord et vous allez tout de suite le voir. Ils n'étaient même pas prêts pour cette situation. Et voici le reportage de Aïssatou Diak avec Moussa Fall. De nouvelles restrictions sur les déplacements à Dakar et Thiès. Rokhaya ne s'y attendait pas du tout. À l'écouter, elle est très déçue. Vraiment, on pouvait juste respecter les mesures. Surtout que le couvre-feu, ça ne nous arrange pas, nous les femmes de ménage. Je dois commencer à 6h du matin, ce sera très compliqué pour moi. Faut aussi que les Sénégalais respectent les mesures afin que la maladie puisse disparaître. Si on l'avait fait, on ne serait pas en second confinement. Ibrahima Diagne aussi est contre cette décision du chef de l'État. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on oblige les gens à se terrer chez eux de 21h à 5h du matin. Pour moi, ça ne change absolument rien du tout par rapport à la situation. Je pense qu'ils doivent trouver d'autres solutions. Et pourtant, Moussa est convaincu que c'était la bonne mesure à prendre. En tout cas, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les cas augmentent de jour en jour. La maladie est bien là. Il faut que les populations fassent des efforts. Je n'ai pas le choix. Tout ce que le président fait, c'est pour notre bien. Moi, ça ne m'arrange pas du tout pour dire vrai. Car je travaille la nuit et je descends à 10h du matin. Cela va être compliqué pour moi. Afin de briser la chaîne de la transmission communautaire de la Covid-19 et freiner la progression des nouveaux cas, le chef de l'État entend bien faire face à la nouvelle vague. Une décision qui n'arrange pas tous les Sénégalais. Et dans 10 minutes à 20h, les autoroutes AIBD Thiès, AIBD Mbour vont également fermer en raison de l'état d'urgence et du couvre-feu instauré par le gouvernement. Donc, le ministère des Transports a sorti un communiqué pour informer les usagers de la fermeture systématique des autoroutes AIBD Thiès et AIBD Mbour. C'est donc à partir de 20h à 6h du matin. Seule la circulation des ambulances, des véhicules de la police, de la gendarmerie, de l'armée et ceux détenant des autorisations spéciales et autorisées. L'escadron autoroutier de la gendarmerie est aussi chargé de la mise en œuvre de ces dispositions. Et nous vous rappelons à présent ce que dit la loi sur l'état d'urgence et le couvre-feu. L'état d'urgence est encadré par la loi de 1969 et sa durée est de 12 jours avec possibilité de prorogation. Je vous propose d'écouter le juriste Aliou Sow, invité de Kenouas Kanui cet après-midi sur ITV. Il est avec Elhadj Malick Cissé. L'urgence est d'abord prévue par la Constitution, n'est-ce pas, qui définit et encadre l'état d'urgence, et aussi par une loi donc, qui permet au chef de l'État, lorsque
il y a un péril imminent qui menace l'ordre public, qui menace la stabilité du pays, de faire recours à cette décision. L'état d'urgence dans la Constitution, lorsque le chef de l'État décrète ça, il a 12 jours pour un premier lorsqu'il prend la décision. Mais dès qu'il prend la décision, l'Assemblée nationale se réunit. Si elle est en session, elle constate aussi et il y a une habilitation qui se fait par rapport à ça. Et cet état d'urgence peut être prolongé lorsque la nécessité l'exige. Et Maître El Hadji Diouf considère qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Selon l'avocat, le couvre-feu doit être appliqué à toutes les régions du Sénégal. Regardez. Le Sénégal est un et indivisible. La nation sénégalaise est une. Si vous devez prendre des mesures pour combattre cette maladie, cette pandémie, le coronavirus, il faut généraliser. Il faut mettre les Sénégalais sur un pied d'égalité. Les Sénégalais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Aujourd'hui, ces mesures instaurées à Dakar et à Thiès créent une injustice envers ces populations qui sont lésées par rapport à celles de l'intérieur du pays. Non. Équité, disons-nous. Justice sociale. Respect. Respect, Monsieur le Président, pour que vive le Sénégal. Et pas de changement dans les marchés, toujours aussi grouillant de monde. C'est en tout cas le constat fait par notre reporter ce matin à Damassar. Clients et vendeurs lui ont confié leur perception et interprétation de cette nouvelle mesure qui entre en vigueur ce soir à 21h. Et voici le reportage. La deuxième vague de Covid-19 n'a aucun effet sur le respect des mesures barrières. Nous sommes au marché Tilène. L'endroit grouille de monde. Ici, il est impossible de parler de distanciation sociale, selon Moussa Damba. D'après mon vécu, dans les bus et dans le marché, je ne pense pas que la distanciation puisse être respectée. Parce que la majeure partie dans les bus et dans le marché, c'est bondé de monde et il n'y a pas cette distance-là. En plus, beaucoup de gens ne respectent pas le port du masque, bien que certains le font. Mais la majeure partie d'entre eux ne portent pas les masques. Au marché Koloban, c'est le même décor. L'évocation de la fermeture des marchés pour lutter contre la propagation du coronavirus divise. La fermeture des marchés, moi, en ce qui me concerne, tout ce que les autorités décident, je me soumets à cela. Nous n'avons que le marché. C'est ici qu'on gagne notre vie. Vivre avec le virus, comme l'a dit le président Macky Sall, voilà ce que préconise Modou Samb. On peut respecter les mesures barrières et vivre avec le virus. Je pense que c'est la bonne solution. Au moment où la pandémie de Covid-19 étale ses tentacules sur toute l'étendue du territoire, certains lieux publics comme les marchés ne désemplissent pas, une situation qui n'augure rien de bon. Et le coronavirus a fait aujourd'hui 5 morts et 192 nouvelles contaminations sur un total de 1540 tests effectués. Les autres chiffres du jour font état de 92 patients déclarés guéris et 23 sont toujours en réanimation dans les différents centres de traitement. Une nouvelle variante du coronavirus est apparue en Afrique du Sud et au Nigeria. Elle s'avère plus résistante, plus contagieuse et surtout plus mortelle. Et d'après les premières explications de scientifiques du continent, cette nouvelle variante du Covid-19 touche particulièrement les jeunes. Et les jeunes sénégalais en sont-ils conscients? Seynabou Babou et Moussa Fall leur ont donné la parole. Boubacar Faye est en pleine révision. Il fait les 100 pas, une technique de mémorisation. L'étudiant en droit suit l'actualité. La nouvelle variante du coronavirus, il en sait des choses. Pour la nouvelle variante, selon les informations qu'on a reçues à travers nos médecins,
c'est une variante qui, je pense, que domine plus les jeunes. Parce que d'après les informations, on a vu que dans les centres de réanimation, on trouve beaucoup de jeunes là-bas, quoi, par rapport à la première variante qui touchait plus les personnes les plus âgées, quoi. En plus, on constate avec la nouvelle variante, il y a plus de morts. Tout le contraire pour Ahmadou Bamba. La nouvelle souche du coronavirus, il n'en sait rien. D'ailleurs, il n'a plus d'informations relatives à la Covid-19. Personnellement, je ne suis pas à l'évolution de la maladie. Je ne dirais pas que c'est anormal parce que vu la situation actuelle du pays, bon, comme vous savez, la plupart des gens aujourd'hui sont dans la phase qu'on peut appeler la phase de relâchement. Tout de même, il respecte les mesures barrières. J'essaie toutefois de respecter les mesures barrières, porter des masques. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est respecter les mesures barrières et se protéger du mieux qu'on peut. Et aussi prier le Seigneur pour que nous ne tombons pas malades, c'est ça. L'Afrique du Sud et le Nigeria enregistrent de nouvelles infections dues à la nouvelle souche du coronavirus. Une variante qui affecte beaucoup plus les jeunes. Au Sénégal, même si une partie de la jeunesse ignore ce fait, elle dit respecter les mesures barrières pour une meilleure protection. Merci beaucoup, Seynabou Babou. Alors que la course au vaccin est encore plus rude à l'échelle mondiale, le Sénégal en est à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination. C'est d'ailleurs une requête de Macky Sall hier en réunion de crise. Et pour l'heure, aucun vaccin n'a été homologué par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le professeur Daouda Ndiaye appelle donc à plus de vigilance. Et voici le chef du département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est donc au micro de Mamadou Lamine Fati. D'abord, nous, on conçoit qu'un vaccin est toujours important. Les vaccins nous ont permis de lutter contre beaucoup de pandémies. Maintenant, il y a des règles pour la mise en place d'un vaccin. Il y a des stratégies, il y a des protocoles d'études. J'ai aucune information sur ce protocole d'études, sur ces protocoles. Et vous savez, le Sénégal est un pays souverain qui est le défenseur, en tout cas, des lois et des règlements, mais également la protection des individus. Je reste persuadé que le Sénégal ne ferait pas quelque chose qui nuirait à sa population. Donc un tel vaccin, si ça devait arriver, mais suivrait toutes les règles et les contrôles adéquats pour vérifier est-ce que le vaccin est bon ou pas, est-ce que le vaccin est efficace, est-ce qu'il est tolérant, etc., etc. Donc je reste convaincu que pour moi, on peut différer ce débat d'ici quelques mois. Observez d'abord ce qui se passe dans les pays européens, américains et autres pays, comment les vaccins sont en train de fonctionner, l'impact de ces vaccins sur la maladie, les effets sur la personne. Et lorsque le Sénégal aura fini de voir tout ça et avoir une évidence scientifique sur la base du terrain par rapport à ce qu'on a observé, mais également sur du papier très clair, notamment le protocole, la méthodologie, est-ce que tout a été respecté avant que les gens aillent vers l'utilisation d'un vaccin. Donc pour le moment c'est prématuré, il faut se préparer à tout, savoir qu'un vaccin a toujours aidé dans les pandémies, mais pour ce vaccin précis, il est très tôt de se prononcer, on va attendre, mais ce qu'il faudrait éviter seulement que les gens prennent des positions assez radicales et qui risqueraient de nuire d'un côté ou de l'autre. Donc soyons juste patients, laissons le temps au temps pour voir ce que ça va donner ultérieurement. Et l'actualité en dehors du coronavirus, c'est cette guerre entre les populations de Moro et la société de distribution Aquatech à propos de la gestion de l'eau dans la localité. Aquatech avait été éjecté de la chaîne, mais la société de distribution veut maintenant reprendre les rênes. Hors de question, selon le chargé de la communication du mouvement Aquatech Dégage, Hassan Ba, joint tout à l'heure par Chat Diop. Depuis très longtemps, nous sommes en train de mener un combat pour dégager Aquatech de notre commune. Depuis le 26, on a pu récupérer les clés de la main de la société Aquatech et on l'a donné à la population pour que la gestion revienne à la population. Mais actuellement, on s'est réveillé aujourd'hui en face de nous, le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan, accompagné du maire et aussi de la société Aquatech qui paierait les clés des deux forages par force. Donc c'est cette situation qui est en train de se passer au niveau de la localité. Lorsqu'on avait récupéré les clés, on était allé voir le maire pour essayer de discuter avec lui. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est que la gestion revienne à la localité. On est allé le voir pour qu'on puisse s'organiser en mettant en place un
comité de gestion communal, voilà, en impliquant toute la population. Mais aujourd'hui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on s'est réveillé et on a vu le maire accompagné du sous-préfet, le commandant, même aussi l'Aquatec pour dire à la population de Mboro de donner les clés encore une fois à la société Aquatec. Et ce que nous ne comptons pas faire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que d'abord, on ne va pas accepter cela. Jamais au plus grand jamais. Et aussi, nous sommes prêts à confronter à qui que ce soit. Nous sommes prêts aussi à affronter à toute situation pour dire niet aux gens qui vont nous imposer à donner les clés à la société Aquatec. Des jeunes acteurs culturels, des acteurs culturels plutôt, se lancent dans la formation des jeunes en cinéma documentaire. L'objectif est de leur permettre d'avoir les techniques et les outils nécessaires à l'expression de leur talent. Les détails avec Aïssatou Kane. Renforcer les aptitudes et les techniques de formation dans la fabrication de documentaires, c'est l'intérêt de la phase 1 du programme de développement du cinéma documentaire de création. Le projet itinéraire, en collaboration avec le FOPICA, Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, a pris l'initiative d'organiser des ateliers de formation et de savoir-faire en matière d'exécution de cinéma documentaire dans les régions comme Dakar, Thiès, Louga, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel. Le directeur de la cinématographie revient sur les objectifs clés de cette rencontre. C'est une démarche initiée et soutenue, qui est soutenue surtout par le FOPICA et qui a consisté à permettre vraiment à tous ces professionnels ou à tous ceux qui vivent cette passion du cinéma, en tout cas de pouvoir échanger dans l'objectif de mieux s'outiller, de partager en tout cas les expériences, de se rassurer dans les choix, de se rassurer surtout dans les options et pour arriver au bout à un partage large d'expériences au bénéfice du développement du film documentaire, parce que c'est ce qui les réunit aujourd'hui. Mais disons que le FOPICA compte accompagner le projet itinéraire afin de faire jouir au cinéma documentaire d'une place prépondérante et lui donner plus de considération. Le projet s'appelle Itinéraire documentaire. Il est initié par les films de l'atelier en collaboration avec le FOPICA qui a accompagné cette initiative. Et l'idée, c'est de renforcer davantage les aptitudes et les savoir-faire en matière de films documentaires de création, aussi bien pour Dakar que pour les autres régions du Sénégal. Donc, parallèlement à cela, il y a d'autres projets qui ont été financés, qui sont spécialisés sur d'autres genres. Mais l'idée, c'est vraiment de tout faire pour que le documentaire ne soit pas le parent pauvre de cette nouvelle stratégie de développement du cinéma sénégalais. Une première rencontre qui permet aux participants d'acquérir des outils en attendant de recevoir un financement à la fin du projet. On s'attend. Parce que c'est tout un processus, quoi. C'est-à-dire, on a commencé, c'est comme tous les projets, même en fiction, c'est comme ça. On commence déjà par ficeler un projet. C'est le producteur qui va chercher les financements. Donc, si mon projet est abouti et qu'on sélectionne et que je fasse une résidence et que je fasse une rencontre avec un producteur qui s'intéresse et qui c'est possible qu'il finance. La première phase tend la perche à la communauté afin d'entrer en contact direct avec les jeunes talents. Cap sur Thiès pour la deuxième phase. C'est une réalité sociale en voie de disparition. La solidarité, elle est pourtant très utile à la société associée au partage et à la générosité. Les Sénégalais eux-mêmes reconnaissent que le voyeurisme est actuellement mis en avant au détriment de l'entraide. Le sujet est signé Aïssatou Kane. Le Sénégal, pays de la teranga, de l'hospitalité. De nos jours, cette notion de tolérance et d'ouverture semble s'effriter. Nous sommes à la Médina, rond-point Sam. Cherlo s'en désole. Il y a des personnes qui aiment trop le voyeurisme, c'est tout sauf de la solidarité. Si je dois faire quelque chose par hypocrisie, juste pour se faire voir, mieux vaut ne pas le faire.
Dans la même veine, Babacar rejoint Cherlo, chauffeur de taxi. Selon lui, les Sénégalais mettent en avant « m'as-tu vu » à la place des bienfaits. Ils préfèrent réagir après le décès de la personne concernée au lieu de son vivant. Pour certains, avant d'accorder de l'aide à une personne, il faut forcément la présence d'autrui. Je donne l'exemple des politiciens qui fonctionnent ainsi. En résumé, on a l'impression que le bienfait n'existe pas dans ce bas monde. Selon ces professionnels, même ceux qui nous gouvernent ne donnent pas le bon exemple. Je pense que c'est aux autorités de nous aider car on compte énormément sur elles. Elles ne doivent pas attendre à ce qu'on leur demande de l'aide pour réagir parce que nous sommes des démunis. J'estime que l'État n'est pas seulement fautif dans ce genre d'histoire, mais les médecins sont aussi concernés. Même si vous avez un petit problème, ils ne réagissent pas pour prendre en compte votre demande. Il faut qu'ils nous aident également, qu'ils aident les Sénégalais, parce que le médecin doit tout faire pour soulager les nécessités. La solidarité, le partage, l'entraide étaient des vertus chez les Sénégalais. Mais ces attitudes sont en voie de disparition dans la société sénégalaise. Maman Stoukan, la solidarité hors de nos frontières au Burkina Faso. Les attaques terroristes ont fait des milliers de morts, 1 million de déplacés et 2500 écoles ont été fermées. L'association des Sénégalais vivant au Burkina Faso se solidarise. Elle a récolté des dons de plusieurs natures destinés aux familles et personnes victimes de notre correspondant permanent Ndiagatiam. Sénégalais, ils le sont. Le Burkina Faso, leur Eldorado. Sa stabilité alors, la condition sine qua non pour leur épanouissement. Face à l'insécurité qui y prévaut, il apporte soutien et réconfort à tous ces Burkinabés devenus désormais réfugiés dans leur propre pays. Les déplacés, quand même, c'est quelque chose qui est indépendamment de leur volonté. Donc c'est des gens, c'est des nécessiteux, par occasion, par défaut je dis, puisqu'ils ne l'ont pas choisi. Ils sont là en famille, c'est des gens qui ont besoin de la nourriture, des vêtements. Donc là, nous tenons coûte à coûte à leur apporter quand même cet espoir-là aussi, les déplacés là. Parce que c'est des gens vraiment qui vivent dans la précarité. Des vivres, habits, nattes et seaux constituent le don fait à ce milieu de déplacés internes. Des déplacés qui n'ont qu'un seul mot, merci. Vraiment, c'est un sentiment de reconnaissance. Mes sentiments sont un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de la communauté sénégalaise pour la manifestation de cette solidarité à l'endroit des déplacés vivant à Nagrengo. Denrées de première nécessité dans un camp de déplacés, mais également repas communautaires à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Un 1er janvier alors faste pour les 1616 détenus qui peuplent cette prison civile. Cet élan de cœur n'est pas calculable. Au-delà d'un don, c'est des cœurs qui ont parlé et des cœurs qui ont brisé les frontières. Parce que c'est une communauté sénégalaise qui sont au Burkina et font preuve d'humanisme envers leurs frères, parents détenus ici. Et ils n'ont pas choisi au hasard le jour, comme vous le savez bien, aujourd'hui c'est le 1er janvier. Voilà, une journée qui se fête dans tout le monde entier. À l'instar de la Mako et des camps de déplacés internes, un orphelinat et une école coranique ont également bénéficié de la largesse des ressortissants sénégalais. Un élan de solidarité estimé à plus de 10 millions de francs CFA et qui se veut pérenne. Et puis en Centrafrique, après la police, focus sur la mission des officiers de l'administration pénitentiaire en République centrafricaine. Les officiers sénégalais partagent leur expertise et leur savoir-faire dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique. Voici donc le reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Amago Robernian. Sur un total de 108 agents pénitentiaires du monde, ils sont 13 officiers sénégalais de l'administration pénitentiaire présents en Centrafrique. L'inspecteur Idrissa Sow, officier correctionnel à la MINUSCA, explique la présence de ce corps dans cette mission. Dans la plupart des pays
en conflit. Certains qui étaient véritablement les plus à même à pouvoir gérer les prisons, parfois ils dégarnissent les prisons, ils quittent les prisons, d'autres regagnent l'armée. Et du coup, le peu de personnes qui restent dans les prisons sont peu outillées, n'est-ce pas, au système de gestion des prisons. Avec des mandats précis, les officiers sénégalais de l'administration pénitentiaire participent pleinement aux réformes ainsi qu'à la formation des officiers centrafricains. Deuxième tâche à laquelle on peut, dans le mandat, où on peut sentir également l'apport premier des pénitentiaires, dont les Sénégalais, c'est la réforme du secteur de la sécurité. C'est fixé dans le mandat. Et dans cette réforme du secteur de la sécurité, il y a la réforme particulièrement du système pénitentiaire. Les officiers que vous voyez ici, sénégalais comme d'autres, sont là également pour participer aux différentes réformes menées par le pouvoir central, dans la redéfinition de leur organigramme, de leur architecture, mais aussi dans l'accompagnement, dans la formation, mais aussi dans la formation de leurs officiers sur le terrain. En termes d'acquis, la cohorte de l'administration pénitentiaire du Sénégal a réussi à rétablir la transparence dans le système pénitentiaire du pays. Parce que c'est vrai, au début, on voyait que des détenus étaient placés sous mandat de dépôt sans titre de détention. Parce que tout simplement, le procureur a appelé au téléphone de mettre telle personne en prison. Mais à notre actif, on a eu à régulariser la situation. Actuellement, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça, c'est des vieilles pratiques. Donc, personne n'est admis en prison sans titre de détention légal et vérifié et authentifié. En première ligne également dans leur mission, la protection et la promotion des droits de l'homme à travers la réinsertion sociale des détenus. Donc on essaie tant soit peu d'aider les autorités pénitentiaires centrafricaines à respecter les droits des détenus relativement aux standards et normes internationaux. Donc je peux mettre aussi à l'actif de notre équipe la construction d'un nouveau bâtiment à la prison de Kandoro, qui est une prison à 2 étages et qui constitue une prison de haute sécurité. Entre la gestion des établissements, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État et la réforme du système pénitentiaire, les officiers de l'administration pénitentiaire sénégalais apportent ainsi leur expertise et leur savoir-faire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. L'expertise sénégalaise est aussi mise à contribution pour rendre opérationnelle la Cour pénale spéciale. Le wharf de Mbour, qui date de l'époque coloniale, ce quai de pêche était un pôle déterminant, un poids économique considérable, mais aujourd'hui le lieu est rangé aux oubliettes et la découverte de ce mercredi est signée Montaga Khan. Le wharf de Mbour, qui constituait un fulgurant pôle économique durant la période coloniale, est devenu aujourd'hui un vestige aux poteaux épars et fragiles, à la merci des vagues et du vent. waaxu Mbour bi dafa am loo xamee ne dafa am jamono àll bi yëpp dañuy béy gerte. Il fut un moment où tous les paysans des contrées environnantes cultivaient de l'arachide. Cet arachide était amassé sous forme de hangar qui est destiné à être acheminé au niveau du bateau qui attendait au large. bu ñu ewee ba fees yóbbu ko ci armacoor bi yóbbu ko ci saxaar ba. loolu moo doon waaxu Mbour bi. Le wharf était alors très productif. wax bi bari yoon na njariñ yoo xamee ne bari na ñoo xamee ne ñoo ngi fi doon liggéey ndaxte bu seleng bi ñëwee bu oto yi ñëwee indi ki gerte gi ñee ko eb si mbaam puus yi di ko eb yéega si kaw wax bi muy jaar si raay bi ñee ko yóbbu. Le wharf faisait travailler beaucoup de personnes. Dès que les voitures commençaient à arriver, les charrettes d'ânes s'attelaient à acheminer le produit jusqu'au wharf où ils sont entassés. Une fois que la place est suffisamment remplie, alors le bateau quittait Dakar, était amarré entre les 2 points de repère appelés Boy. L'Armacor, un bateau de relais, attendait un peu plus loin, aux environs de la place dénommée Wassana. La barque dénommée Ndungdung s'est chargé d'acheminer le produit. L'Armacor se charge alors du dernier trajet vers le bateau. Armacor bi nag mooy bateau bi nga xam ne moo ko ëpp doole mooy taxaw ci biir géej mooy comme remorque bu ko defee mooy takk yooyu mu yóbbu woon nag yóbbu ko buñ demee buñ desertee ba pare bu ko dellusee ci ginnaaw Waasanaam taxaw foofu Ndungdung dem jëli leen indi leen ña costé waat ci waax bi.
En ce temps, faute de voitures, seules les pirogues pouvaient transporter du matériel lourd. Les piquets qui constituaient le wharf étaient transportés par une pirogue dénommée Sala Fatma. C'est le frère de Mamdana Sang qui l'a fabriqué. C'est mon propre père qui a fabriqué la pirogue à partir d'un arbre qu'il a abattu, le même jour où mon père naquit. Attirés par l'arachide, les poissons foisonnaient au grand bonheur des pêcheurs. C'est cette même pirogue qui a transporté le commandant de Nianing à Mbou. En ce temps, il n'y avait pas de voiture et les charrettes ne pouvaient pas supporter certaines charges. Jusqu'à aujourd'hui, je donne le nom de toutes mes pirogues. Aujourd'hui, le wharf est devenu un piteux spectacle. Les affaires étaient florissantes. Les graines d'arachide qui tombaient dans l'eau attiraient les poissons. En ce temps, le camp de repos avait son propre film. Pour le patriarche, l'État pouvait conserver cette infrastructure ou l'améliorer, mais il trouve qu'il n'en a pas la volonté. Le gouvernement peut tout chose, il suffit qu'il en ait la volonté. Mais j'en doute fort. Si on se réfère au Maroc, qui a construit une mosquée dans l'eau, on peut comprendre qu'il ne s'agit que d'un manque de volonté. Mais sans volonté, on ne peut rien faire. Chose étonnante, la mer qui a englouti des centaines de mètres sur la berge a laissé intact l'espace du Wharf qui est devenu, hélas, un dépotoir d'ordures. Merci beaucoup, Muntaga Khan. Une autre découverte mercredi prochain sur ITV. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir.